Le football est, par essence, une guerre d'espace-temps. J'attendais ce moment avec une impatience non dissimulée, scrutant les prestations depuis les rencontres face à Brighton ou Nottingham Forest, dans l'attente de voir à l'œuvre des profils comme Carlos Baleba, Anderson ou Wharton pour vous apporter des réponses concrètes. Mais plus que le résultat brut, certes crucial, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le processus. C'est la mécanique des blocs équipes lors de ce duel entre Crystal Palace et Manchester United. Une victoire importante sans aucun doute, mais il est impératif de disséquer ces 45 premières minutes où le mutisme tactique a semblé être la seule réponse. Parlons système. Lorsque les deux formations s'avancent en 3-4-3, on assiste à la mise en place d'un système miroir. C'est là que la complexité s'installe. Si vous suivez ma chaîne, vous n'avez sans doute pas raté mon analyse comparative détaillée des 3-4-3 de Ruben Amorim et d'Oliver Glasner. Aujourd'hui, le terrain nous offre l'opportunité de vérifier la théorie. La conséquence immédiate, une densité extrême au milieu de terrain. Lorsque les dispositifs se calquent l'un sur l'autre, la bataille tactique collective laisse place à une série de duels individuels, du marquage homme à homme sur tout le pré. Vous cherchez des intervalles, ils sont comblés. Vous cherchez le joueur libre, il est marqué à la culotte. L'atmosphère devient irrespirable. C'est ici que réside le problème structurel de Manchester United en première période. Leur phase de construction a été un véritable calvaire. Palace a joué avec une intelligence et une organisation remarquables. Observez leur trio offensif. Ismaïla Sarr, Jean-Philippe Mateta, Jérémy Pinault. Ils ne se sont pas jetés dans un pressing effréné. Non, ils ont fait preuve de patience. En conservant un bloc compact et étroit dans l'axe, ils ont verrouillé le cœur du jeu, là où le tempo se décide, forçant délibérément United à écarter le jeu. Dans une récente interview pour Sky Sports, Oliver Glasner l'a avoué. S'il aimait l'idée du contre-pressing, il ne savait pas l'enseigner avant de côtoyer Roger Schmidt et Ralf Rangnick. Cette flexibilité tactique s'illustre parfaitement ici. Son équipe, bien qu'affichée en 3-4-3, bascule souvent en 4-4-2 sans ballon. Selon Glasner, c'est la structure la plus rationnelle pour organiser le quadrillage du terrain. Manchester United s'est heurté de plein fouet à cette réalité. Je le répète pour que ce soit clair. Le plan de jeu de Palace était d'enfermer United sur les ailes. Dès que le cuir arrivait dans les pieds de Lenny Yoro ou Luke Shaw, le piège se refermait. C'était le déclencheur du pressing. Le bloc de Palace coulissait immédiatement pour asphyxier le porteur, utilisant la ligne de touche comme un 12e défenseur. Une fois acculé le long de la ligne, l'espace de jeu se réduit à une peau de chagrin, isolant totalement les milieux mancuniens. Plus de connexion, plus de rythme, juste une impasse. Pour briser ce verrou du marquage individuel, il faut du courage balle au pied, mais surtout de la fluidité. Il faut du mouvement perpétuel. Si vous êtes statique, vous êtes mort. Or, les Mancuniens ont manqué d'adaptation. L'absence de permutation a rendu la lecture défensive trop aisée pour Palace. Les centraux des Eagles n'ont jamais été mis hors de position. C'est dans ces moments-là que l'absence d'un Matheus Cunha se fait cruellement sentir. Un joueur capable de conserver le ballon, de percuter et de créer des brèches pour ses coéquipiers aurait changé la donne, insufflant cette confiance contagieuse qui a manqué aujourd'hui. Mais Cunha, trop juste physiquement, n'était pas là. Privé d'espace pour le jeu court, United a été contraint d'allonger. Mais en Première Ligue, la dimension physique est impitoyable. Sur les longs ballons, c'est la guerre des muscles. Mason Mount au duel face à Chris Richard, le déséquilibre athlétique est flagrant. Zirkzee ou Mbeumo, transparent. Ils ont été éteints par la charnière Lacroix-Guéhi. Zirkzee a été incapable d'exister dos au but en première mi-temps, tandis que le flanc droit animé par Mbeumo et Amad a été complètement muselé. Si vous perdez les duels et que vous ne gagnez pas les seconds ballons, vous ne pouvez pas contrôler le match. Incapable de trouver un point d'ancrage haut sur le terrain, United a vu son bloc s'étirer et a dû subir, véritablement subir, pendant tout le premier acte, faute de pouvoir imposer sa propre personnalité. Il faut se rendre à l'évidence. Si Crystal Palace nous devance au classement, ce n'est pas un hasard. Une défense athlétique, un milieu de terrain d'une rigueur tactique absolue, mais il est impossible d'ignorer le facteur X qui a totalement métamorphosé la dimension physique de cette rencontre. Jean-Philippe Mateta.
Ce garçon est un monstre, un véritable phénomène physique. Dans le football moderne, où l'on ne jure que par la possession et le jeu court, on a tendance à oublier la valeur inestimable d'un numéro 9 à l'ancienne, capable de bonifier de longs ballons désespérés en occasions brûlantes. Mateta réalise cela à la perfection. Il ne se contente pas de jouer au football, il annexe l'espace par sa seule puissance brute. Regardez comment il a martyrisé la défense à 3 de Manchester United. Matthijs de Ligt, Lenny Yoro, Luke Shaw, ce sont des joueurs de classe mondiale, des internationaux confirmés. Mais aujourd'hui, ils ont souffert. Ils ont vécu un calvaire. Mateta maîtrise l'usage de son corps à la perfection. Dos au but, bras écartés, il devient un mur infranchissable. Quand le ballon est catapulté depuis l'arrière, il l'aimante de la poitrine ou de la tête, le conservant dans ses pieds comme s'il était collé. Il reçoit, il conserve et offre surtout à tout le bloc de Crystal Palace le temps de respirer, de remonter le terrain. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour son équipe. Face à lui, De Ligt, pourtant adepte du défi physique, a été mise en difficulté par la stabilité de Mateta. Pour Yoro, pétri de talent mais encore tendre, se frotter à un tel déménageur a été une leçon de brutalité. Quant à Luke Shaw, contraint de défendre dans l'axe, il n'a jamais existé dans le domaine aérien. Tout le danger de Mateta réside dans sa capacité à rendre caduques les situations de 3 contre 1 de la défense mancunienne. Il isole chaque centrale, les fixe un par un, et quand vous ne pouvez pas récupérer le ballon dans les pieds de l'attaquant adverse, toute votre structure défensive s'effondre. Ce n'est pas de la haute stratégie, c'est de la domination physique, de la personnalité, de la puissance pure. Il a fait vivre 45 minutes interminables aux 3 axiaux adverses. Trop fort, trop pénible à jouer. Le football de très haut niveau se joue sur la capacité à réagir aux problèmes posés lors du premier acte. Si la première mi-temps fut marquée par l'impasse des systèmes miroirs, la seconde a été la démonstration du coaching de Ruben Amorim, intervenu sur la structure même de son équipe pour redéfinir l'espace de jeu. La décision de sortir Lenny Yoro pour lancer Nousser Mazraoui n'était pas un simple changement d'homme pour homme, c'était une mise à jour logicielle pour gagner en centre sécurité technique à la relance. Là où Yoro peinait sous la pression, Mazraoui, avec son aisance dans les petits périmètres et sa propension à rentrer dans l'axe comme un feintre faux latéral, a permis à United de déjouer les pièges du pressing sur les côtés avec beaucoup plus de fluidité. Dès lors que le ballon circulait proprement depuis l'arrière, la physionomie du match a changé du tout au tout. Dans la philosophie du Ruego des positions, l'ennemi jurait du jeu de possession et le marquage individuel strict. Pour le faire sauter, il faut de la fluidité positionnelle. Amorim a opéré un ajustement subtil mais décisif sur le front de l'attaque. Il a libéré Joshua Zirkzee et Brian Mbeumo de leur carcan. Zirkzee n'était plus ce pivot cloué dans l'axe à lutter avec les centraux. Il a commencé à décrocher davantage dans le demi-espace gauche. Mbeumo, lui, a évolué comme un électron libre, un faux numéro 10. Ses mouvements ont semé le doute dans l'arrière-garde de Palace. Leurs centraux ont dû faire face à un dilemme cornélien, sortir au pressing et laisser des boulevards dans leur dos, ou rester en position et concéder le surnombre au milieu. Ajoutez à cela les courses incessantes de Diogo Dalot, tantôt en débordement, tantôt en repiquant vers l'intérieur, et le système de marquage individuel de Palace a volé en éclats. Leur bloc défensif s'est étiré, ouvrant les brèches nécessaires pour que Mason Mount ou Bruno Fernandes puissent s'y engouffrer. Le principe de surcharge pour isoler a également été appliqué à la lettre. United a délibérément densifié une aile pour aspirer le bloc adverse avant de déclencher des renversements de jeu rapides vers l'opposé. La qualité de passe de Bruno pour casser les lignes et la mobilité de Mount ont été les clés pour basculer d'une phase de contrôle à une attaque verticale tranchante. L'analyse des données statistiques nous offre un contraste saisissant. Si les deux équipes affichent le même total de 14 tirs, les expected goals penchent clairement en faveur de Crystal Palace. La shotmap est éloquente. Palace a su verrouiller l'espace dans la surface, concentrant ses tentatives autour du point de pénalty, la zone où la probabilité de marquer est maximale. À l'inverse, les frappes mancuniennes sont beaucoup plus éparpillées et lointaines. Cela souligne une réalité. Malgré la victoire, United peine encore à pénétrer la fameuse zone 14 et à trouver des situations de retrait depuis la ligne de fond dans le jeu ouvert. L'équipe reste trop dépendante des coups de pied arrêtés et des éclairs individuels pour faire la décision.
C'est un axe de progression majeur si United souhaite installer une domination pérenne. Dans ce combat physique intense, Joshua Zirkzee a signé une prestation référence, une véritable déclaration d'intention. Son but égalisateur est un bijou technique, certes, mais c'est son apport dans la construction qui retient l'attention. Avec 15 duels disputés, 8 gagnés et 11 duels aériens, Zirkzee a agi comme le point d'ancrage parfait. Il a excellé dans le jeu dos au but, résistant à la pression phénoménale de Chris Richard pour permettre à ses partenaires de prendre l'espace. Il a fait preuve de personnalité, cette qualité indispensable pour tout numéro 9 d'un grand club. Plus bas, Casemiro a été le garant de l'équilibre, essentiel dans la structure de la rest defense pour éviter que United ne se disloque sur les transitions adverses. Mention spéciale également à Matthijs de Ligt, qui a su s'adapter pour finalement prendre le dessus dans le domaine aérien face au monstre Mateta, ramenant de la sérénité à l'arrière-garde. Enfin, impossible de ne pas évoquer Bruno Fernandes. Il est l'incarnation vivante du concept high risk, high reward. Avec 4 occasions créées, 7 passes dans le dernier tiers et 2 passes décisives, Bruno prouve une nouvelle fois qu'il est irremplaçable. En dépassant Paul Scholes au nombre d'offrandes en Première Ligue, 56 contre 55, il ne franchit pas seulement un cap statistique, il réaffirme son influence totale sur la production offensive des Red Devils. Dans un système qui exige une circulation rapide, ces passes laser font toute la différence entre une possession stérile et un but. C'est lui, le facteur X, qui dicte le résultat final. Si cette analyse tactique vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager votre avis dans l'espace commentaire.